Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le Gard découvrir les Cévennes méridionales. Stéphane nous présentera les ruches et troncs des abeilles noires et Michel livrera son savoir-faire en matière de production de châtaignes. Le fromage Pélardon, tout comme l'oignon doux, symboliseront l'attachement des Cévenols à leur tradition. Je vous laisse apprécier les saveurs des Cévennes méridionales et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Sur la plaine rhodanienne, au sud du Massif central, les Cévennes méridionales forment une chaîne montagneuse chevauchant 3 départements, la Lozère, le Gard et l'Hérault. Dans le fond des vallées, l'eau est omniprésente. Rivières et torrents arrosent les villages typiques aux maisons en schiste noir et garnis de vieux ponts romans. Celui du Vigan, datant du XIIe siècle, a été classé monument historique en 1928. Les Cévennes méridionales offrent des paysages variés. Sur les plateaux, les causses à la végétation sèche et à l'ambiance aride côtoient les vallées ravinées et les rochers escarpés des montagnes. Sur les pentes plus douces, les forêts sauvages rencontrent les vergers où l'on cultive l'arbre à pin, autrement dit le châtaignier, emblème du territoire cévenol. Au pays viganais, on cultive aussi la pomme et l'oignon doux des Cévennes sur des terrains en terrasse ou en bancelle, comme on dit ici. On y fabrique également le miel. Autrefois, chaque foyer possédait un rucher. Dans l'Antiquité, c'était même la seule source de sucre sur les tables. En élevant ces abeilles noires des Cévennes dans des troncs de châtaignier, Stéphane Libéry s'attache à préserver les traditions cévenoles. Alors là, je prends de la bauque pour allumer l'enfumoir, puisque sans l'enfumoir, on ne peut pas manipuler les abeilles. Elles seraient beaucoup trop agressives. Donc, je prends de la bauque, je prends de l'herbe sèche, et ça permet donc de travailler l'abeille correctement. Et on peut donc les manipuler avec beaucoup plus de précision, sans se faire bouffer, comme on dit ici, sans se faire matraquer. Après que l'abeille pique, c'est tout à fait normal. Mon grand-père disait toujours, tant mieux qu'elle pique, parce qu'on n'arriverait plus à vendre notre miel. Donc d'un côté, c'est pas mal, elles défendent leur colonie, et si elles n'avaient pas d'aiguillon, mais tout le monde aurait des ruches, et on ne pourrait plus vendre le miel. Lieu insolite, l'espace du rucher-tronc d'Arigas possède des ruches ancestrales vieilles de 400 ans. Les vieux troncs de châtaignier, couverts d'une lauze, illustrent les techniques ancestrales pratiquées depuis le Moyen-Âge. L'abeille noire des Cévennes a survécu à l'état sauvage suite à une phase d'abandon survenue après les 2 guerres mondiales. Allez mes jolis, on va vous ouvrir un peu. Les abeilles noires présentent des capacités de résistance remarquables qui lui permettent d'affronter les rigueurs climatiques de la région. Voilà, donc on les avertit, on les enfume correctement, toujours être doux, les manipulations doivent être toujours tendres, jamais énervées. Voilà, donc on voit toujours dans le grenier donc ce miel qu'on ne va pas récolter, hein, puisque nous ne nourrissons pas les ruches, ou sauf si vraiment il y a un gros besoin dans l'hiver. On voit toujours ce nectar qui est par cette petite alvéole qui s'appelle l'opercule, et on voit donc ces alvéoles avec ce miel. Dans une ruche-tronc, l'intervention humaine doit se faire le moins possible. Dans les ruches à cadre, plus classiques et plus modernes, les abeilles sont orientées. Dans les ruches-troncs, elles sont complètement libres et rayonnent de la manière dont elles le souhaitent. Actuellement, le rucher-tronc d'Arigas travaille avec 23 partenaires, dont l'INRA et le CNRS. Ils mènent des recherches pour comprendre la configuration de l'intérieur d'une ruche. Le rayon de miel d'une ruche-tronc qui est operculée, et lorsqu'on va désoperculer, voilà, on va ouvrir ce magnifique miel qui est à l'intérieur. Voilà, donc on voit bien de chaque côté du rayon, on voit bien ces alvéoles
qui contiennent ce précieux nectar. Ce miel, produit en très petite quantité, est donc très réputé et très demandé. En dehors des grands cuisiniers et de quelques épiceries fines, il fait l'objet de convoitises plus originales. On a des stars qui nous en prennent et on a également des hôpitaux qui nous en prennent pour les cicatrices, les brûlures, etc. Et là, on est un des derniers ruchétrons où on récolte, où on amène du public par l'intermédiaire de l'office de tourisme, parce qu'on n'a pas voulu que ce ruchétron soit gardé, soit pas vu. Il y a une aire d'accueil du public, on a voulu qu'il soit ouvert par rapport aux scientifiques qui travaillent dessus, par rapport au tourisme. Stéphane est apiculteur depuis l'âge de 11 ans. Il a été piqué par l'abeille, comme il dit, grâce à un ancien de son village. La production de son miel de rucheton est située dans une ancienne bergerie construite à Même-la-Roche, au pied d'une vallée sauvage. Les abeilles peuvent ainsi butiner toutes les fleurs sauvages des montagnes, mais aussi les fleurs de châtaignier. Voilà, donc il y a le miel, des résidus de cire qu'il faudra bien sûr cracher. Et si on remarque bien ici, il y a des traces de pollen. Il tient à l'assiette, donc il n'est pas liquide. C'est un miel qui est très très rare. Hein. C'est un miel vraiment... on vient de le prendre de la ruche et on le mange. Le miel de rucheton contribue à l'image de l'apiculture cévenole. Mais depuis les années 80, la production a baissé de moitié. Une IGP est actuellement en attente pour garantir l'origine et la traçabilité des miels produits sur le territoire. C'est une petite récolte, même que chaque pot soit numéroté, qu'il y ait une autorisation du préfet de région dans le cadre de la loi montagne. C'est fait ici, en montagne, il y a certaines obligations, mais c'est une petite récolte. Moi j'appelle ça la locomotive des Cévennes, parce qu'on parle de notre miel de fleurs sauvages de montagne. Et l'intérêt, c'est qu'après les apiculteurs puissent vendre aussi leur production. Donc voilà, c'est une locomotive, c'est une image de ce peuple cévenol, de cette mémoire, de ce savoir-faire ancestral, puisque nos ancêtres, depuis des siècles, font de la ruchetron. Et je me voyais mal que ça parte, que ça s'éteigne. Et j'espère que je vais transmettre ça à Dorian, mon fils, qui fait également de l'apiculture, et que lui pourra transmettre après, que je ne sois plus là, que je ne sois plus de ce monde, qui pourra transmettre ce savoir-faire qu'ont légué ses ancêtres, qu'ont légué ce peuple cévenol. Si le miel est un produit phare des Cévennes, il en va de même pour la châtaigne. Les pentes douces des montagnes sont recouvertes de châtaigniers sauvages, mais la culture de la châtaigne se fait sur des arbres greffés. Il en existe 140 variétés dans les Cévennes. Michel Lévesque s'est installé ici il y a 40 ans et a réhabilité des châtaigneraies entières. Aujourd'hui, il vient vérifier sa future récolte dans une parcelle avec des arbres âgés de 150 ans. Il a tendu des filets pour faciliter le ramassage. Quand on vient de la ramasser, elle est très brillante, elle a une petite teinte de rouge. Ah, ça c'est beau ça. Elle a un volume qui pour une châtaigne est tout à fait intéressant. Elle a bien du sucre, elle a énormément de qualité. Cette année, les aléas climatiques donneront une faible récolte sur les jeunes vergers de 25 ans car ils sont moins résistants. Le problème, c'est qu'elles ne sortent pas des bogues, elles sont coincées dans les bogues. Alors il y en a une, elle est là. Quand je pense que normalement on devrait avoir un tapis, bah, c'est le problème de la sécheresse. Mais il y a des années où on est embêté qu'on ne voit pas les châtaignes parce que l'herbe a repoussé, parce qu'il a plu, etc. Vous allez me dire, les paysans, vous n'êtes jamais contents, quoi. Il y a toujours des problèmes. Alors, et là, la sécheresse, on voit comme c'est sec et sec et sec. Et donc les arbres qui auraient dû avoir de la pluie, de l'eau en septembre, parce que normalement ici, début septembre, il pleut. C'est à ce moment-là que la châtaigne a besoin d'eau pour grossir dans sa bogue et faire éclater la bogue. La culture de la châtaigne est ancestrale dans les Cévennes. Certains baux de location datant de 1200, où la transaction se faisait en kilos de châtaigne, ont même été retrouvés. Malheureusement, vers les années 50, de nombreuses châtaigneraies ont été abandonnées. L'abandon, il est assez simple. Hein. Il y a d'abord le ver à soie.
Parce que pour élever les vers à soie, ils ont planté des mûriers. Pour planter les mûriers, ils ont arraché les châtaigniers qui étaient le plus proche des hameaux. Il y a eu la vie en général qui a fait que, avec l'industrie, etc., les gens sont allés travailler à la ville parce que c'était plus facile, quoi. Au moment des 30 Glorieuses, après la Seconde Guerre mondiale, qui a fait que les gens ont complètement abandonné le pays, et qui a fait que moi, quand je suis arrivé il y a 45 ans, le hameau était désert. Le travail ne se limite pas au ramassage des châtaignes. Depuis son installation, Michel s'efforce de réhabiliter des châtaigneraies. Chaque année, il greffe de nouveaux arbres pour les générations futures. Et donc là, ce qui est intéressant quand on parle de rénovation et de remise en état, ici, on a un arbre greffé. C'est une greffe de 1 an. J'ai coupé cette hauteur-là et j'ai reporté ce petit bois-là que vous voyez, qui est ce qu'on appelle le greffon. Là, ça va finir de se cicatriser. Et puis, dans 25 ans, on aura ce qu'on avait tout à l'heure. Outre les châtaignes, il est un autre produit bien connu de la région. Dans la vallée de Talérac, les parcelles d'oignons doux des Cévennes sculptent les paysages. Cultivée en terrasse, sa production fut mise en œuvre au Moyen-Âge. Cependant, le véritable essor de cette plante herbacée date de 1950 et coïncide avec l'arrachage des mûriers consacrés à l'élevage du ver à soie. L'arrachage de l'oignon a lieu fin août. Il est suivi par la plantation d'un tapis végétal servant d'engrais. La culture de l'oignon doux des Cévennes se fait sur un sol sableux, schisteux et graniteux. Les murs qui retiennent la terre sont en pierre sèche. Cela permet à l'eau de s'écouler au travers et de drainer les terres. Les terrasses, bon, évidemment, vous voyez, il y a beaucoup de petits murs. Bien souvent, justement, en période d'épisode cévenol, il y a de fortes pluies. Et ces fortes précipitations entraînent des dégâts, c'est-à-dire les murs s'écroulent. Donc l'entretien, pour un paysan l'hiver, c'est de la reconstruction de murs. En pierre sèche, bien sûr, comme vous voyez, là, vous en avez un derrière moi qui a été reconstruit cet hiver, parce que, évidemment, il s'est éboulé. Tous les ans, il y a un entretien sur les murs. Voilà. Ça, c'est un travail récurrent. À cette saison, Muriel et son fils apportent les dernières touches avant d'envoyer la récolte à la coopérative. On va dire on peaufine l'oignon. On lui rend toute sa beauté, c'est-à-dire on recoupe la tige où nous contrôlons toujours qu'il ne soit pas pourri, c'est-à-dire que ce soit bien sec. On nettoie la racine et on nettoie la robe. Voilà, l'oignon doit être présenté comme ça. L'aspect de l'oignon doux des Cévennes doit avoir cette couleur nacrée, une robe parfaite. Et en qualité gustative, c'est un oignon qui est, on va dire, qui est très sucré en bouche quand on le mange cru, parce qu'on peut le manger cru justement. Et à la cuisson, il y a cette douceur qui ressort. Muriel et son fils ont repris l'exploitation familiale. Les parents de Muriel ont cultivé les oignons pendant 40 ans. Aujourd'hui, l'oignon doux des Cévennes bénéficie d'une AOP et la zone de production est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors avec mon fils, nous avons créé le GAEC en 2015. Et nous avons repris l'entreprise familiale. Quand on parle de famille, il y a beaucoup d'entraide dans la culture. Moi, je vois, parce que la plantation, quand même, c'est... On prend le semis, on le plante plan par plan, quoi. Tout se fait manuellement. Mais mes parents, qui sont à la retraite, nous aident, on va dire, constamment. Puis sa copine nous aide aussi, prend des vacances pour nous aider. Ma fille prend des vacances pour nous aider. Enfin, voilà. Et pareil pour la récolte. Comme c'est au mois d'août, on a souvent de l'aide, quoi. Un autre produit est protégé par une appellation d'origine protégée dans les Cévennes, le pélardon, un fromage de chèvre au lait cru. Hélène Chaour et son mari se sont lancés en 2003 dans l'élevage de chèvres à Vissec, sur le camp d'Altou. La traite quotidienne commence aux premières lueurs du jour. En ce moment, on est en monotraite, donc on ne traite plus qu'une fois par jour depuis le mois d'août. Mars, avril, mai, juin, il y a beaucoup de lait. Et après, ça rechute. Après, ça chute. Donc, c'est le cycle normal. Après la traite, on va les sortir. On va les sortir à peu près de 9h jusqu'à 17h, 18h.
Et donc ils vont brouter que dehors, ils vont manger dehors. Et bon, donc jusqu'au lendemain, on les laisse dans la bergerie. Après la traite, les chèvres vont pâturer pour la journée dans la montagne. Et ce, 210 jours par an comme l'impose le cahier des charges de l'AOP Pélardon. On est installé ici depuis 2004 sur l'AOP Pélardon. On bénéficie tout autour de l'exploitation de parcours variés et diversifiés, ce qui a valu au territoire d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO sur la thématique de l'agropastoralisme. Nous avons un troupeau d'une 60aine de chèvres. Alors ici, on a des alpines chamoisées majoritairement, et puis quelques blanches, comme ça on les voit, on les repère sur les parcours. Et on est donc en Cévennes méridionale, donc on est vraiment à la frontière des vraies Cévennes, enfin je veux dire avec des châtaigniers. Et nous on a encore beaucoup de, comme là autour de moi j'ai de la lavande, on a beaucoup de thym, on a des petits érables, on a du chêne kermès, on a encore un petit peu de romarin. Mais c'est assez varié. Ça fait un lait qui est assez aromatique. Et puis même, c'est aussi, comme on a peu de possibilités de fourrage, donc le fourrage, on l'achète. Donc d'un point de vue économique aussi, c'est intéressant d'utiliser au maximum nos parcours. Alors que les chèvres montent pâturer pour la journée, Hélène entame le travail quotidien de fabrication du fromage. Elle récupère d'abord le lait de la traite du jour, qu'elle enrichit de présure. Puis elle le laisse reposer 24 heures. Le lendemain, une fois le lactosérum dissocié, elle obtient ainsi un cahier. Hélène moule ensuite à la louche, toujours comme le veut le cahier des charges de l'AOP. Quand les fromages ont 2 jours, elle peut enfin les retourner et déjà observer leur qualité. Il peut y avoir une acidification trop lente, ou une acidification trop rapide. L'été, quand il fait très chaud, des fois tout va plus vite. Donc là, on voit que le fromage se tient bien. Les fromages de 3 jours ont perdu une grande partie de leur eau. Elle les met alors sur grille pour pouvoir les transférer en cave d'affinage. Donc là, c'est un chèvre extra frais. Mais il n'a pas encore le droit au Graal de Pélardon parce qu'il faut 11 jours d'affinage. Donc nous, on est sur un parcours donc, de Cévennes méridionale. On va retrouver encore pas mal de thym, des lavandes. Il y a des parfums floraux qui vont ressortir. On n'est pas sur un produit standard. D'une exploitation à l'autre, il va être différent parce que chacun a sa façon de travailler. Chaque producteur va avoir ses petites spécificités qui vont se retrouver dans le fromage. Après 11 jours d'affinage, les fromages quittent la cave pour être commercialisés sous le nom de Pélardon. Donc sur le Pélardon, voilà, on voit une pâte lisse, il n'y a pas de trou qui pourrait être témoin d'un petit défaut de fabrication. La croûte autour un peu jaune. Donc parfois il peut y avoir aussi du bleu dessus. En début de saison, quand c'est très humide, on a du bleu. C'est pas pénalisé. Au contraire, c'est même recherché par certains clients. Au sein de ce terroir de tradition, on cultive aussi la pomme rainette du Vigan. Très appréciée en cuisine et pour la confection de jus, Aurélien a choisi de faire preuve d'innovation en travaillant cette pomme en eau de vie. Il réalise toutes les étapes de la distillation dans le hameau de Pracoustal, perché au cœur des montagnes. Pour confectionner son mou, il a mis en macération les pommes il y a déjà 2 semaines. Il est temps pour lui de procéder à la première distillation. Il transfère alors sa préparation dans son alambic. Donc là, on a affaire à une fermentation de pommes rainettes du Vigan et c'est les premiers essais de la distillerie dans ce sens. Et tout a l'air de s'être très bien passé, il y a une très bonne odeur d'un petit cidre. Alors là, on voit bien que ça rend un jus qui est plutôt clair même, donc c'est bon signe. En fait, il y a beaucoup de matière solide, ce qui fait que n'étant pas forcément équipé d'un alambic vapeur ou à bain-marie, je vais devoir prendre vraiment des précautions en fait, pour pas que ça attache à la cuve et que mon feu soit doux.
Voilà 7 ans qu'Aurélien s'est formé aux techniques de la distillation. Il n'a cependant créé son entreprise qu'il y a 1 an et élabore désormais de nombreux spiritueux et liqueurs. Pour l'élaboration d'un spiritueux, 4 grandes étapes, quoi. L'étape de la sélection des fruits en premier lieu. Des fruits bien mûrs, sélectionnés. On passe à l'étape de fermentation. Vient l'étape de distillation. Et chaque étape a bien évidemment un panel de nuances qui fait qu'on peut se rater à tout moment, hein, sur plein de petites questions, quoi. Et en dernier lieu, il y a l'étape de vieillissement des alcools, d'affinage, qui est tout aussi importante que chacune des étapes, voire un peu plus. Aurélien procède à la première distillation de pommes du Vigan. Avec 130 litres de mou, il obtiendra seulement 10 litres d'eau de vie. Là, je pense qu'il y en a bien pour 5 petites heures, ouais. Si j'y vais vraiment à feu doux. Aurélien réalise seul toutes les étapes. Après 1 an d'installation, il peut espérer vivre de son métier. Il est aussi aidé par l'association Graines de Fourmis, qui soutient des initiatives de production locale et qui reconstruit également ce hameau laissé en ruine. Et désormais, on essaye de s'avancer vraiment donc vers la production locale d'eau de vie avec des matières premières produites vraiment dans les environs. J'espère aussi ne pas forcément trop grandir, quoi, et rester à mon échelle. Mais là où je vais et où j'espère aller, c'est vraiment vers le circuit de transmission des savoirs. Parce qu'en fait, la distillation est quand même en voie de perdition, quoi. Il y a plus grand monde qui sait se servir d'un alambic. Donc donner accès via de la formation à ce savoir ancestral, c'est ce qui compte beaucoup pour moi aussi. Après quelques heures de chauffe, le distillat commence à arriver. Aurélien va bientôt avoir le verdict de son premier essai de distillation de pommes rainettes du Vigan. Donc il est intéressant vraiment, au moins 3 fois lors de la distillation, de goûter quelques gouttes du distillat. Et de savoir si on se rapproche de quelque chose de commun. Et là, en l'occurrence, c'est bien le cas. Donc on sait qu'on est sur les têtes de distillation, que bientôt viendra le cœur. Et on sent aussi le travail de fermentation qui a été fait finement, puisque là, beaucoup d'arômes ressortent de manière naturelle, quoi. Déjà, forcément, si tu goûtes et que tu chauffes trop fort, tu le sais. Tu vois très bien le goût que ça a, quoi. Donc une chauffe douce, maîtrisée. Les vapeurs d'alcool vraiment décrivent une danse dans les tuyauteries et sortent nickel, quoi. Voilà. Donc je pense que ça va faire une très belle eau de vie. Le terroir des Cévennes méridionales, véritable écrin sauvage noyé de verdure, a su garder son âme authentique en préservant autant ses paysages que ses traditions. Aujourd'hui, je vous propose un gratin d'oignons doux des Cévennes, châtaignes et poivre de Sarawak. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour le gratin, 4 gros oignons doux des Cévennes, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un demi-litre de bouillon de poule, un quart de litre de jus de veau, 100 g de parmesan râpé, fleur de sel, poivre de Sarawak. Pour la crème de châtaigne, 100 g de châtaigne cuite, 50 g de beurre, un oignon. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, 30 g de crème liquide. Pour les finitions, 100 g de châtaigne fraîche, un demi-bouquet de cerfeuil, 20 g de parmesan entier. Pour le gratin d'oignons, épluchez et émincez les oignons en lamelles de 2 à 3 mm d'épaisseur. Dans une sauteuse, les faire suer avec l'huile d'olive sans coloration environ 4 minutes. Quand ils sont bien translucides, mouillez avec une partie du bouillon de poule à hauteur, puis renouvelez l'opération à chaque évaporation complète du bouillon. Ajoutez le poivre de Sarawak. Après 15 à 20 minutes, les oignons doivent être légèrement compotés, sans coloration. Dans cette recette, nous sommes sur des équilibres. Si on veut garder ces équilibres, cette délicatesse, surtout, ne pas trop cuire. Sinon, vous allez partir avec d'autres notes beaucoup plus marquées. Ajoutez le parmesan râpé en remuant, afin de bien le répartir uniformément. Rectifiez l'assaisonnement avec la fleur de sel. Pour la crème de châtaigne, ciselez finement l'oignon. Dans une sauteuse, à feu très doux, faire suer l'oignon avec le beurre pendant 2 minutes. Ajoutez les châtaignes et laissez suer 2 minutes supplémentaires sans coloration. Versez 30 cl d'eau, puis la crème, couvrir et laisser à nouveau cuire 5 minutes. Mixer avec l'huile d'olive et si nécessaire, détendre avec un peu d'eau, puis réserver. Pour les finitions,
Émincez finement les châtaignes fraîches en prenant soin de bien retirer la petite peau car elle peut être amère. Pour ôter plus facilement la peau des châtaignes fraîches, les plongez quelques secondes dans de l'eau bouillante salée. Effeuillez le cerfeuil en petites sommités. Coupez le parmesan en copeaux fins à l'aide d'un économe. Réduire le jus de veau jusqu'au nappage, c'est quand la sauce recouvre la cuillère. Ensuite, vous pouvez la réserver. Pour le dressage, dans une assiette creuse, déposez la crème de châtaigne, ajoutez le gratin d'oignon et le passez légèrement sous le grill. Saucez d'une demi-cuillère de jus de veau réduit, ajoutez la châtaigne émincée et les copeaux de parmesan. Terminez par les sommités de cerfeuil et un tour de moulin de poivre de Sarawak. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.